Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de la magie dans les détails. Dans ces vidéos, nous allons explorer l'univers de Harry Potter en nous intéressant aux nombreux lieux emblématiques présents dans la saga. En 10 ans et 8 longs métrages, les équipes artistiques des films ont conçu pas loin de 600 décors et un nombre incroyable d'accessoires. Pour vous donner une idée, 20 000 objets ont été fabriqués pour remplir les vitrines du chemin de traverse, et il en a fallu le double pour le magasin des frères Weasley. Nous allons parcourir ensemble tous les lieux magiques de l'histoire, découvrir les secrets de leur conception, et nous attarder sur une multitude de détails que, comme moi, vous n'aviez peut-être jamais remarqués. C'est pas le grand luxe, mais c'est chez nous. Je trouve ça merveilleux. Le terrier est un des endroits les plus appréciés par les fans de la saga. Cette maison étonnante est le petit havre de paix de la famille Weasley et elle devient rapidement aussi celui de Harry, qui découvre pour la première fois la maison de son ami Ron juste avant sa deuxième rentrée à Poudlard. Ils sont alors dans la chambre de Ron que celui-ci trouve petite et pas très confortable. Mais Harry répond que c'est la plus belle maison qu'il ait jamais vue. Pendant ce premier séjour, il va découvrir une maison qui pourrait être l'exact opposé de celle de son oncle et sa tante les Dursley. Il y a du désordre partout, tout semble bancal, et la magie se glisse ici ou là dans ce décor chaleureux. La vaisselle se fait d'elle-même, les aiguilles tricotent toutes seules, les pendules ne donnent pas l'heure, les hiboux apportent le courrier tant bien que mal, et on peut entrer et sortir de la maison aussi bien par la porte que par la cheminée. Harry va se rendre plusieurs fois au terrier durant sa scolarité à Poudlard. Pendant sa 6e année d'études, la maison est incendiée lors d'une attaque de mange-morts et le décor va changer considérablement suite à ça. On reviendra d'ailleurs là-dessus plus en détail. Lors du mariage de Bill et Fleur, non seulement la décoration de la maison n'est plus la même, mais l'organisation des festivités ajoute de nouvelles couleurs et un nouveau style. Le terrier est un lieu qui évolue de film en film et qui fourmille de détails étonnants. Mais avant de partir explorer cette maison et tenter de révéler ses secrets, nous allons d'abord nous intéresser de plus près au processus de création de ce décor. La maison paraissait si bancale qu'elle ne semblait tenir que par magie, ce qui était probablement le cas songe à Harry. Voilà comment est décrit le terrier dans les romans. Rowling précise aussi qu'on aurait dit une ancienne porcherie qui aurait été agrandie. Pour le directeur artistique Stuart Craig et son équipe, tout part de là. Ils décident de raccorder la porcherie à une habitation simple, carrée. Mais le terrier doit être biscornu et avoir l'air aussi unique que la famille Weasley. Craig imagine alors qu'Arthur a bâti lui-même sa maison en ajoutant des étages au fur et à mesure que sa famille s'agrandissait. On peut voir comme tout est penché et tordu sur ces plans de la maison conçus par l'équipe artistique. La structure entière s'articule autour de la cheminée centrale qui semble soutenir toute cette incroyable construction verticale. Une image finalement assez différente de celle évoquée dans les livres, où il est question de 4 ou 5 cheminées qui se dressaient sur le toit rouge. Stuart Craig réfléchit aussi à l'emplacement idéal du terrier. Sur ce croquis, il est tout d'abord situé dans le champ voisin des parkings des studios de tournage de Leavesden. Mais Craig juge que le mieux est finalement d'installer cet édifice tout en hauteur sur un terrain plat. En tant qu'unique élément vertical au sein du cadre, il crée un contraste plus intéressant. La maison paraît aussi plus isolée, et donc à l'écart des moldus. Arthur s'intéresse particulièrement aux moldus et il collectionne beaucoup de leurs objets. Craig et son équipe ont pensé qu'en suivant cette logique, il aurait construit sa maison petit bout par petit bout avec des matériaux récupérés à droite à gauche, ce qui donne à l'édifice cet aspect chaotique et magique visible aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Au milieu des objets sorciers complètement fous, on trouve tout un mélange de meubles et d'objets tous différents, comme si tout avait été acheté d'occasion. C'est justement dans les vides-greniers et sur les marchés aux puces que l'équipe est allée faire ses courses pour remplir le décor. Suite à l'incendie, il y a de nouvelles boiseries et une couche de peinture fraîche. Selon Stuart Craig, le décor est un peu moins excentrique qu'avant, mais à peine. L'ensemblière Stephanie Macmillan explique que les meubles sont un peu plus modernes et les pièces moins encombrées puisque les enfants ont grandi. Les salles ont été repeints à la chaux comme pour masquer les planchers noircis, et elle considère aussi que Molly aurait saisi cette occasion pour redécorer au goût du jour. Personnellement, j'ai quand même une grosse préférence pour la première version. Ici, la décoration est charmante, c'est sûr, mais c'est quelque part un peu moins magique.
Alors est-ce que c'est la faute de David Yates et son goût pour le réalisme? On pourrait en parler longuement, mais pour faire court, disons qu'à mon avis, sa réalisation a pu apporter une certaine maturité qui est la bienvenue concernant les développements des personnages et du scénario. Mais pour les décors, je regrette un peu son manque d'originalité, ou d'excentricité, ou de magie finalement. Écoutons ce que disait Julie Walters à propos de la première version du décor dans une interview pour Harry Potter et la Chambre des Secrets. It's everybody's idea of a fantastic family life, I think, here. There's something about this fabulous set. Everybody wanted to live in it. It's completely higgledy-piggledy with mad sort of plumbing and wonderful things. The walls are covered in real children's drawings that a local school have done, you know, as if they were at Hogwarts. You know, there's witches and broomsticks and spells and monsters, and it's just absolutely fantastic. Harry can see that there is a lovely family life to be had, you know, warmth and all of that. Cette maison paraît incroyablement réelle, mais pour autant, c'est un lieu qui semble aussi chaleureux qu'énigmatique. Qui sont ces affreux gnomes qui infestent le jardin? Et cette inquiétante créature qui hante le grenier? Pourquoi pas aller un peu plus loin et essayer de percer les mystères de l'étrange maison des Weasley? Imaginons que le professeur Beans nous ait demandé quelques centimètres de parchemin supplémentaires sur l'histoire de la maison. Penchons-nous d'abord sur sa construction. La base de l'édifice s'apparente à un style Tudor. Il s'agit d'une architecture médiévale britannique qui emprunte son nom à la dynastie royale des Tudors qui régna au cours du XVIe siècle. En effet, on y retrouve plusieurs signes distinctifs de ce type de construction, notamment les colombages et les murs en torchis, sorte de béton naturel qu'on utilisait alors. On peut donc supposer que la partie basse de la maison daterait de cette époque. On sait que les Weasley sont une très ancienne famille. Et si les ancêtres d'Arthur possédaient cette petite porcherie il y a déjà 500 ans? Le terrier serait alors passé de génération en génération à travers les siècles. Intéressons-nous maintenant à ses habitants. Le nom Weasley vient de weasel qui en anglais désigne la belette, qui vit donc dans un terrier. Un nom de famille plutôt mignon, mais associé à des prénoms très valeureux. D'un côté Saint-Georges et le dragon, et de l'autre tout un pan des légendes arthuriennes. En commençant par Arthur bien sûr, mais aussi Ginny, diminutif de Ginevra, autrement dit Guenièvre, Percy ou Perceval. Quant à Ron, il s'agit carrément du nom de la lance du roi Arthur. Ce qui ne manque pas de sens quand on sait que c'est lui qui ramènera finalement l'épée de Gryffondor à la fin, pour ne mentionner qu'un seul de ses actes particulièrement héroïques. Mais les Weasley ne sont pas les seuls habitants du terrier. On y trouve d'autres occupants très importants, les chouettes. Et il y en a plusieurs dans la famille. Erol est la plus vieille, c'est une chouette laponne, autrement dit un rapace de bonne taille, mais Erol est bien fatiguée et un peu rabougrie. Elle fait écho à ses propriétaires, une ancienne famille à la gloire un peu passée. Mais si ses membres sont relativement pauvres, ils n'en sont pas moins de grands sorciers. Coxigru, quant à lui, est un minuscule hibou que Ron n'aime pas particulièrement au début. C'est Ginny qui, pour s'en moquer, lui donnera le nom de cette créature fantastique et burlesque, la Coxigru. Enfin, le nouvel hibou de Percy s'appelle Hermès, le dieu messager dans la mythologie grecque. Un nom idéal pour un oiseau dont le rôle est de faciliter la communication entre sorciers. Côté Moldu, la chouette est bien moins appréciée. D'abord symbole de connaissance associé à la déesse Athéna et à la ville d'Athènes, elle devient un animal démoniaque à l'apparition du christianisme. Comme tout ce qui vit la nuit, c'est une amie de Satan. Et malheureusement, les superstitions ont la peau dure, puisque dans certains endroits, notamment en France, on clouait encore des chouettes sur les portes des maisons pour éloigner le mauvais sort, jusque dans les années 50. Rowling prend donc le contre-pied de la réalité moldue et fait de la chouette non pas une créature du mal, mais un oiseau synonyme de légèreté et de quiétude. Alors pas pour les moldus, puisque les voir de jour est pour eux anormal et plus inquiétant encore que de nuit. Mais bien pour les sorciers, chez qui la chouette est un animal très apprécié. Et elle a une place particulièrement importante au terrier. Pas seulement en tant qu'animal de la famille, mais aussi en tant que symbole que l'on retrouve beaucoup dans la décoration de la maison. Il y en a partout. Elle souligne le rôle positif de la famille Weasley dans l'histoire. Ce sont eux qui accueillent Harry dans le monde magique. Bien avant de l'héberger chez eux, ils l'accompagnent et franchissent littéralement avec lui la barrière qui sépare le monde des Moldus du monde des sorciers sur la voie 9/3. Tout comme les chouettes, apportent à Harry les lettres qui lui révèlent l'existence de ce monde et qui il est vraiment.
Il n'est donc pas étonnant qu'on en retrouve partout au terrier, qui est un véritable refuge pour Harry. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur les animaux magiques dans la saga ou encore sur la signification des noms dans Harry Potter, vous pouvez écouter les épisodes du podcast Aspic proposé par la Gazette du Sorcier, qui est vraiment très intéressant et dans lequel j'ai trouvé des quantités d'informations passionnantes. En termes de décoration, on peut aussi remarquer des objets plus familiers des Moldus, comme ce gramophone ou même ce flipper. Des objets tout de même assez datés. Le flipper a été inventé à Chicago dans les années 30 et les premiers gramophones datent des années 1900. Stuart Craig explique que selon lui, rien de ce qu'utilisent les sorciers ayant attrait à la technologie ne devrait dépasser les années 50 environ. Mais on peut aussi imaginer que ce sont des objets moldus qu'Arthur ramène de son travail. C'est ce qui est intéressant avec le terrier. Il nous rappelle un peu notre monde. Il y a des points de repère. Ce n'est pas fondamentalement un lieu incroyable. C'est une maison. Et c'est dans ce contexte qu'apparaît la magie, au milieu de l'ordinaire. C'est pour moi le lieu où l'on peut expérimenter et ressentir le mieux le quotidien et la vie d'un sorcier. C'est ce qui fait que le terrier est tant apprécié. Il rend ce monde encore plus vrai. Car ce n'est pas un endroit dédié spécifiquement à la magie, comme Poudlard ou le ministère, mais la magie y existe bel et bien. Parlons maintenant des occupants indésirables de la maison qu'on ne voit malheureusement pas dans les films, la goule du grenier et les gnomes du jardin. Dans le folklore moldu, la goule est une créature monstrueuse des contes des Mille et Une Nuits, qu'on peut croiser entre autres dans les cimetières, où elle déterre les cadavres pour s'en nourrir. Bien que Molly eût menacé un jour de lâcher la goule de la famille sur des journalistes venus enquêter sur la voiture volante de son mari, il semblerait que celle-ci soit bien moins effrayante que la version moldue. On ne la voit jamais, excepté dans le dernier tome, mais déguisée tant bien que mal en Ron dans son pyjama. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle est censée être assez repoussante, visqueuse et chauve. Difficile de s'en faire une idée. Les gnomes, quant à eux, sont décrits comme petits, avec une peau comme du cuir, une grosse tête chauve couverte de verrues qui ressemblaient à s'y méprendre à une pomme de terre, des petits pieds noueux et des dents tranchantes comme des rasoirs. Dans son encyclopédie passionnante Le monde antique de Harry Potter, que je vous conseille fortement, Blandine Lecalé nous en apprend plus sur l'origine de ces créatures. Le médecin, philosophe et alchimiste Paracels, qui a réellement vécu au XVe siècle, affirme qu'il existe des hommes sans âme produits par la Terre par génération spontanée. Ils sont de petite taille et vivent sous la Terre dont ils connaissent les secrets. Paracels les nomme ainsi gnomes, ou plus exactement gnomie, terme dérivé du grec gnomon, excusez ma prononciation, qui veut dire « qui connaît ». Une étymologie intéressante quand on se rappelle que Xenophilius Lovegood les considère comme des êtres pleins de sagesse. Paracels a d'ailleurs lui-même sa place dans la saga, puisque Rowling en a fait un sorcier célèbre qu'on retrouve sur une carte de Choco-Grenouille et qui possède même sa propre statue à Poudlard. C'est bien dommage que ces créatures qui font à ce point partie du folklore du terrier soient absentes des films. Heureusement, on peut avoir la chance de les apercevoir dans les jeux vidéo, et également dans les superbes versions illustrées des livres par Jim Kay, qui nous offre sa représentation de ces petites bêtes. On y trouve d'ailleurs d'autres illustrations du terrier très intéressantes, qui tout en apportant un regard nouveau sur cet endroit, viennent enrichir l'univers des Weasley. On découvre ici une sculpture d'un petit être qui n'a pas l'air tout à fait humain. Ici, patte en rond chassant les gnomes, de nombreux détails dans la cuisine, et ce dessin de la chambre de Ron où sont cachés tout un tas de clins d'œil amusants. Une boule à neige de Poudlard, posée devant un exemplaire des aventures de Martin Miggs le Moldu Fou, la BD que lit Ron, là un livre de Norbert Dragono, et même ici un livre de Tolkien. Comme d'autres illustrateurs passionnés par Harry Potter, Jim Kay propose d'autres versions de cette fabuleuse maison, soulignant ainsi encore davantage le charme fou de cet endroit. Vous l'aurez compris, le terrier est un de mes lieux préférés de la saga et des films, et c'est vraiment incroyable de voir le soin qui a été apporté à chaque petit détail de ce décor. Si vous voulez être sûr de ne rien louper et en découvrir encore plus, vous pouvez regarder la vidéo bonus consacrée au terrier, dans laquelle nous allons explorer ensemble en détail la maison des Weasley. Dans tous les cas, j'espère que vous avez apprécié cette première vidéo. Prenez soin de vous et restez attentifs, car la magie se cache dans les détails.